Francine sortit le portefeuille du sac de sa belle-fille, l'ouvrit grand comme un éventail, et le fourra directement sous le nez de son fils. « Mon chéri, voici sa carte bancaire, prends ce que tu veux. Toute sa paix est là. » La voix de la belle-mère résonnait, perçante, dans toute la cuisine. « Pourquoi te promènes-tu comme un mendiant, alors que ta femme cache son argent sous l'oreiller ?» Pauline se figea dans l'encadrement de la porte, les bras chargés de courses. La bouteille de lait glissa de ses mains, et heurta le sol avec un bruit sourd. « Francine, c'est mon portefeuille. Pourquoi avez-vous fouillé dans mon sac à main ? Et alors, est-ce que j'y cherchais quelque chose qui ne m'appartient pas ? Répondit la belle-mère, sans même daigner se retourner. Nous formons une famille, oui ou non ? Michel, prends cette carte. Michel, assis à la table, faisait tourner la carte en plastique de sa femme entre ses doigts. Il ne la donnait pas, mais il ne la rendait pas non plus. Maman, ça suffit. Quoi, ça suffit ? C'est à moi que tu dis ça suffit, s'exclama Francine, en levant les bras au ciel. Je fais tout ça pour ton bien, et toi tu me dis d'arrêter. Cette petite cachotière va finir par te ruiner. Pauline s'approcha, et arracha le portefeuille des mains de sa belle-mère. Ses doigts tremblaient légèrement. Rends-moi ma carte, Michel. Il hésita un instant, puis la posa sur la table. Pas directement dans la main de sa femme, mais sur la table, comme si ce geste avait une signification particulière. Francine ricana, puis se tourna vers la cuisinière, où bouillait sa potée aux choux, remplissant tout l'appartement parisien d'une forte odeur de choux et de laurier. Elle cache son argent à son propre mari. Dans une famille normale, tout est mis en commun. Tout est en commun chez nous, répondit doucement Pauline. Chaque mois, je donne ma part pour les courses, pour les factures d'électricité, pour absolument tout. Elle donne sa part, tu parles, tu nous jettes des miettes, cria la belle-mère, en frappant le bord de la marmite avec sa louche. Mais combien as-tu réellement sur ce compte ? Montre ton relevé bancaire à ton mari. Vas-y, montre-le. Pauline garda le silence. Non pas parce qu'elle cachait quelque chose, mais parce qu'elle venait de comprendre. Il ne s'agissait pas vraiment d'argent, il s'agissait d'autre chose, de quelque chose qu'elle ne cernait pas encore tout à fait. Michel se leva, et partit dans le salon, sans accorder un seul regard à sa femme. Pauline récupéra sa carte sur la table, et la glissa dans la poche arrière de son jean. Sa belle-mère la suivit des yeux, avec un regard perçant, presque calculateur. C'est ça, cache-la. Tu caches tes affaires à ta propre famille. En effet. Mais on ne cache pas sa carte, dans le sac d'une autre personne, Francine. La belle-mère ne répondit rien, elle se contenta de sourire du coin des lèvres. Et ce simple sourire, si froid, effraya Pauline bien plus que n'importe quel cri. De l'autre côté du mur, la mère et le fils chuchotèrent pendant un long moment. Pauline, allongée dans l'obscurité, tendait l'oreille. Les mots étaient indiscernables, seul le ton de la voix filtrait à travers la cloison. Francine parlait avec insistance, d'une voix régulière, comme si elle tentait d'enfoncer une idée dans le crâne de son fils. Michel répondait brièvement, et de plus en plus rarement. À un moment donné, une phrase résonna très clairement, elle ne s'en rendra même pas compte. Pauline se tourna vers le mur, serrant fermement son téléphone sous son oreiller. Ne pas se rendre compte de quoi ? Le sommeil la fuyait, impossible de fermer l'œil. Vers minuit, la porte de la chambre de sa belle-mère grinça. Des bruits de chaussons résonnèrent dans le couloir. La bouilloire tinta doucement. Pauline resta allongée, écoutant sa belle-mère s'affairer dans leur propre cuisine, en pleine nuit, comme si elle était chez elle. La carte bancaire se trouvait toujours dans la poche du jean, jetée négligemment sur une chaise. Pauline se leva, prit la carte, et la glissa dans sa tête d'oreiller, juste sous sa tête. C'était ridicule. 30 ans, comptable de métier, et elle en était réduite à cacher sa propre carte bancaire, pour la protéger de sa belle famille. Le petit déjeuner se déroula dans un silence lourd. Michel mâchait son pain, le nez plongé dans son téléphone portable. Francine, de son côté, faisait claquer la vaisselle beaucoup plus fort que d'habitude.
C'est exactement le genre de bruit que l'on fait, quand on veut que tout le monde se sente coupable. Pauline, dit Michel, s'arrachant enfin à son écran. Donne-moi ta carte. Je vais passer au supermarché en allant au travail. Maman m'a fait une liste. Quelle liste? Bah, les courses pour la semaine. J'ai fait les courses hier. J'ai rapporté des sacs pleins. Ce n'est pas suffisant, intervint la belle-mère. Un homme a besoin de viande, et non de tes simples pâtes. Donne-lui ta carte, ne sois pas si radine. Michel a sa propre carte bancaire. Sur la sienne, il n'a que 3 centimes. Francine jeta brutalement une tasse dans l'évier. Tu ignores donc combien gagne ton mari? Bien sûr que tu le sais, et c'est pour ça que tu le mènes à la baguette. Pauline sentit le sang lui monter aux joues. Je ne mène personne à la baguette. Si, tu le fais. Celui qui ramène le plus d'argent à la maison, c'est celui qui commande. Mais c'est l'homme qui devrait diriger. Chez vous, tout fonctionne à l'envers. Ne t'inquiète pas, je vais arranger tout ça. Que allez-vous arranger exactement? La belle-mère s'essuya les mains sur son tablier, et la regarda droit dans les yeux. Votre famille, votre budget. Pour que l'argent soit entre de bonnes mains. Sinon, on ne sait même pas où tu le dépenses. Je gère le budget familial depuis 3 ans, au centime près. Eh bien, c'est terminé. Tu as assez joué à la chef, maintenant c'est moi qui vais tenir les comptes. Pauline regarda son mari. Michel gardait la tête baissée, sans dire un mot. Et ce silence approbateur était bien pire que toutes les remarques de sa belle-mère. À l'heure du déjeuner, la belle-mère offrit sa première vraie représentation. Elle dressa la table, appela Michel, et plaça silencieusement devant Pauline l'assiette la plus petite, celle qui était ébréchée, tout au bout de la table. Assieds-toi, mange, pourquoi restes-tu debout? Francine servit à son fils une généreuse portion de viande et de pommes de terre, généreusement arrosée de sauce. À Pauline, elle jeta à peine une cuillerée de purée. Il ne faut pas que tu manges trop. Tu es une épouse tellement économe. Je ne vous ai pas demandé de me nourrir, Francine. Je peux cuisiner moi-même. Cuisiner, elle dit. Avec tes plats préparés. Tu empoisonnes mon fils avec tes cochonneries de supermarché, tout ça pour accumuler ton argent. Maman, ça suffit, intervint mollement Michel, sans lever les yeux de son assiette. Quoi, moi? Je ne dis que la vérité. La belle-mère s'assit plus près de lui, et prit un ton confidentiel, comme si Pauline n'était même pas dans la pièce. Mon chéri, regarde-la. Elle reste là, silencieuse comme une petite souris, elle garde tout pour elle. Ce sont les personnes les plus dangereuses. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Pauline posa sa cuillère. Je reste silencieuse, uniquement parce que je ne veux pas faire de scandale pendant le repas. Mais si vous tenez vraiment à faire une scène, je peux vous en offrir une. Regarde-la, elle me menace en plus. Francine se tourna vers son fils. Tu as entendu? On me menace dans ma propre maison. Ce n'est pas votre maison, lui rappela calmement Pauline. Ne sois pas insolente. La belle-mère pinça les lèvres, et retira ostensiblement le pain de la table, comme si Pauline n'en était pas digne. C'était un détail, certes, mais un détail précis, calculé uniquement pour l'humilier. Pauline se leva sans terminer son repas, rinça son assiette, et quitta la pièce. Dans son dos, elle entendit sa belle-mère ricaner de satisfaction, ravie d'avoir chassé sa belle-fille de sa propre table. Une petite victoire de plus, mais Francine adorait les collectionner. Pauline mettait déjà son manteau dans l'entrée, lorsque la voix de sa belle-mère résonna depuis la cuisine. Elle appelait quelqu'un au téléphone, sans même chercher à baisser le ton. Valérie, salut. Oui, je t'appelle pour une affaire importante, une affaire de famille. C'est un désastre avec la femme de Michel. Oh, ne m'en parle pas. Elle est d'une radinerie effroyable. Elle est assise sur son salaire comme une poule sur ses œufs, pendant qu'elle affame mon pauvre fils. Tu imagines? Je suis arrivée de province, et je l'ai trouvé tout maigre,
tout pâle. Le frigo était complètement vide. Pauline se figea, une manche de son manteau à la main. Le réfrigérateur était pourtant plein de viande, de fromage, et de fruits frais. Elle avait tout acheté la veille. Et elle a un caractère épouvantable, continuait la belle-mère, d'une voix mielleuse et plaintive. À la moindre remarque, elle hurle. J'ai peur de dire un mot de travers, sinon elle pique une crise. Mon petit Michel est épuisé par cette femme. Oui, oui, je lui dis souvent. Fais attention, mon fils, ces petites femmes silencieuses sont les plus sournoises. Enfin bref, passe nous voir un de ces jours, tu verras par toi-même. De tes propres yeux. Pauline sortit doucement, en refermant la porte sans faire de bruit. Dans la cage d'escalier, elle s'appuya contre le mur froid. Sa belle-mère ne faisait pas que lui mettre la pression. Elle préparait soigneusement le terrain, la transformant en ennemie aux yeux de toute la famille, pour que, le moment venu, personne ne prenne la défense de Pauline. Pour que tout le monde soit déjà ligué contre elle. Tu verras de tes propres yeux, résonnait dans sa tête. Qui sa belle-mère invitait-elle, et dans quel but? Pauline l'ignorait encore, mais elle avait compris une chose, le piège se refermait sur elle, de tous les côtés. Au bureau, Pauline fut incapable de se concentrer de toute la journée. Les chiffres dansaient sur ses tableaux Excel. Sa collègue Sylvie passa la tête par-dessus la séparation de son bureau. Qu'est-ce qui t'arrive, tu as l'air sombre? Ma belle-mère s'est installée chez nous pour la 3e semaine consécutive. Oh, siffla Sylvie. Toutes mes condoléances. Quand la mienne débarque, je fuis me réfugier chez mes parents. Pauline eut un sourire forcé, mais au fond d'elle, l'angoisse montait. Elle ouvrit son application bancaire, et vérifia son compte. Tout était là. Du moins, pour l'instant. À l'heure du déjeuner, Michel l'appela. Sa voix était douce, mielleuse, très inhabituelle pour lui. Pauline, ne sois pas trop dure avec maman. Elle ne pense pas à mal. Écoute, est-ce que tu pourrais m'envoyer les coordonnées complètes de ta carte bancaire? Je veux commander quelque chose sur Internet. C'est une surprise pour toi. Pauline s'arrêta net, sa fourchette suspendue au-dessus de sa boîte à repas. Quelle surprise? Eh bien, une surprise. C'est le principe, c'est un secret. Envoie-moi le numéro, la date d'expiration, et les 3 petits chiffres au dos. Michel, en 3 ans, tu ne m'as jamais demandé les numéros de ma carte. Pas une seule fois. Bah je te les demande maintenant, où est le problème? Paix avec la tienne. Il y eut un court silence, et dans le téléphone, on pouvait entendre un murmure en fond sonore, la voix de sa belle-mère. Alors, elle te l'a donné? Michel marmonna précipitamment une excuse, et raccrocha. Pauline posa son téléphone. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas une surprise. Quelqu'un voulait désespérément obtenir les données de sa carte bancaire. Et ce quelqu'un se tenait juste derrière le dos de Michel. Immédiatement, elle rouvrit son application bancaire, et modifia les plafonds pour les achats en ligne, les réduisant au strict minimum. Ses mains exécutaient des gestes familiers, mais une seule question tournait en boucle dans sa tête, que prépare-t-il? Pauline rentra chez elle plus tôt que prévu, ayant pris son après-midi. Elle ouvrit la porte avec ses clés, sans faire de bruit. Des voix s'échappaient de la cuisine, celle de sa belle-mère, et celle d'une autre femme. C'est une affaire sûre, Francine. Chez mon gendre, c'est passé comme une lettre à la poste. Elle a un salaire déclaré, la banque validera le dossier sans problème. Baisse d'un ton, Lucie, les murs sont fins. Pauline resta figée dans l'entrée, sans même retirer ses chaussures. Lucie était une vieille amie de sa belle-mère. Pauline ne l'avait croisée que quelques fois, une femme forte, portant toujours des robes aux couleurs criardes, et parlant très fort. Mais ta belle-fille ne va pas refuser de signer, demanda Lucie. Et où irait-elle? Elle est muette comme une carpe. Elle signera tout ce que je lui donnerai, et elle dira merci par-dessus le marché. Pauline fit un pas, et entra dans la cuisine. Les 2 femmes se retournèrent brusquement. Sur la table,
Juste devant elle, se trouvait une pochette cartonnée fermée par un élastique. « Oh, pourquoi rentres-tu si tôt ?» Francine recouvrit hâtivement la pochette avec un vieux journal. Un geste rapide, et étrangement familier. « J'habite ici, » répondit froidement Pauline. « Vous aviez oublié ? » Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu m'as juste fait peur. Lucie est passée prendre une tasse de thé. Lucie s'agita sur sa chaise, et attrapa précipitamment son sac à main. Je dois filer, Francine. J'ai des courses à faire. Elle passa devant Pauline en rasant les murs, incapable de la regarder dans les yeux. Dès que la porte se referma derrière l'invité, Pauline désigna la table d'un mouvement de tête. Qu'y a-t-il sous ce journal, Francine ? Mes mots croisés, de quoi je me mêle ? Montrez-les-moi. Regardez-la, elle se prend pour la chef. Tu fourres ton nez dans les papiers des autres. La belle-mère ramassa la pochette, et la serra contre sa poitrine. Ce sont mes affaires. C'est strictement personnel. Dans ma propre cuisine, il n'y a rien qui soit strictement personnel à vous. Et c'est là que tu te trompes, murmura Francine, d'une voix douce, presque affectueuse. Très bientôt, beaucoup de choses ici seront à moi. Sur ces mots, elle emporta la pochette, et s'enferma dans la chambre d'amis. Le soir même, un immense scandale éclata. Michel courait partout dans le salon, secouant une chemise cartonnée complètement détrempée. Où sont mes papiers ? J'avais mon permis, mon assurance, les documents du garage. Francine sortit de la cuisine, un torchon à la main, l'air affligé. Mon pauvre garçon, je suis horrifiée. Je suis rentrée, et j'ai vu une énorme flaque d'eau sur ton étagère, tout était trempé. C'est Pauline ? Elle a dû arroser ses plantes, et renverser l'eau sans faire attention. Je t'avais prévenu, elle est maladroite, elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. Pauline sortit de la chambre au son des éclats de voix. Je n'ai pas touché à vos plantes. Et je ne me suis même pas approchée de l'étagère de Michel. Et qui d'autre, alors ? La belle-mère écarta les bras. J'ai passé la journée derrière les fourneaux. Michel était au travail. À part toi, il n'y a personne ici. Pauline, comment as-tu pu faire ça ? Michel la regardait, désemparé, l'air blessé. Ce sont des documents très importants. Tu ne pouvais pas faire attention ? Michel, je ne les ai même pas vus. Où était posé ce verre d'eau ? Sur l'étagère. Je n'y touche jamais. Pourtant, ce petit verre, il est bien à toi, lança la belle-mère, en ramassant un mug sur le sol. C'est bien ta tasse préférée, celle avec les petites fleurs ? Le sang de Pauline ne fit qu'un tour. Ce mug était bien le sien. Mais le matin même, elle l'avait laissé assécher, sur l'égouttoir de la cuisine. Quelqu'un l'avait délibérément pris, l'avait rempli d'eau, et l'avait posé sur l'étagère de Michel. Un geste calculé, pour que l'eau se renverse sur les papiers, et qu'elle porte seule la responsabilité de ce désastre. C'est un coup monté, déclara calmement Pauline. Quelqu'un a intentionnellement posé mon mug à cet endroit. Oh, bien sûr, rejette la faute sur les autres. Francine agita son torchon, indignée. Tu as fait une bêtise, et au moins la décence de l'avouer. Mais non, madame préfère inventer des histoires. Michel, tu vois à quel point elle n'a ni honte, ni conscience ? Michel resta muet. Il fronça les sourcils, tournant son permis détrempé entre ses doigts, et regarda sa femme, comme si, pour la toute première fois, il choisissait de croire sa mère au lieu d'elle. Pauline comprit immédiatement. Ce n'était ni un accident, ni un simple caprice. C'était un test. Sa belle-mère voulait voir quel camp son fils choisirait lors d'un conflit banal. Et, de toute évidence, il avait choisi le mauvais camp. La nuit suivante, Pauline fut de nouveau réveillée par des voix derrière la cloison. Sa belle-mère téléphonait, persuadée que tout le monde dormait, et ne prenait même pas la peine de baisser le ton. Oui, on va mettre le crédit à son nom. Son salaire est régulier. La banque validera sans poser de questions. Et Michel signera, il n'aura pas le choix.
Le plus important, c'est qu'elle ne découvre rien avant que ce ne soit fait. Cette petite idiote silencieuse ne comprendra rien. Pauline retenait son souffle. Cherchant à tâtons sous son oreiller, elle attrapa son téléphone, et d'un doigt tremblant, elle activa le dictaphone. Son instinct de comptable reprenait le dessus, il fallait absolument conserver des preuves. Plus tard, on mettra l'appartement au nom de mon fils, et on lui expliquera que c'est plus avantageux pour la famille, continuait la voix cruelle de sa belle-mère. Si elle fait des histoires, on emballe ses affaires, et on la jette à la rue. Sans son nom sur les papiers, elle n'est personne ici. Je me suis renseignée. L'enregistrement tournait. Pauline fixait le plafond dans le noir, comptant les battements de son propre cœur. Sa belle-mère termina sa conversation, et raccrocha. Le lit grinça. Puis, le silence. Pauline attendit d'entendre des ronflements réguliers de l'autre côté du mur, puis elle se leva silencieusement, et s'habilla. Dans le couloir, sur la petite commode près du miroir, se trouvait la fameuse pochette à élastique. Sa belle-mère l'avait sortie de sa chambre, probablement pour l'emporter quelque part le lendemain matin. Pauline jeta un coup d'œil vers la porte fermée de la chambre d'amis, prit la pochette, et retira l'élastique. À l'intérieur, elle découvrit un contrat de prêt bancaire, pour une somme colossale. Dans la case « Emprunteur », elle lut son propre nom, son prénom, et son nom de jeune fille. Ses coordonnées d'identité, tout était véridique, tout était parfaitement exact. Il ne manquait qu'un seul détail, sa signature. La ligne restait désespérément vide. En dessous du contrat, il y avait également une procuration, rédigée à son nom, permettant à un tiers de disposer librement de ses biens immobiliers. Elle aussi attendait d'être signée. Pauline photographia chaque page, une par une. Des clichés nets, ordonnés, comme elle le faisait avec les factures au travail. Ses mains tremblaient, mais les photos étaient parfaitement lisibles. Ensuite, elle remit les documents en place, replaça l'élastique sous le même angle précis, et reposa la pochette sur la commode. Soudain, une porte grinça derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci » Francine se tenait sur le pas de la porte, en robe de chambre. Ses yeux, cernés par le manque de sommeil, étaient empreints de méchanceté. Je me suis levée pour boire un verre d'eau. De l'eau. Le regard de la belle-mère glissa vers la commode. La pochette n'avait pas bougé. Eh bien va boire, qu'est-ce que tu attends ? Pauline s'éloigna vers la cuisine, se versa de l'eau, et tint son verre à deux mains pour éviter qu'il ne tremble. Dans son dos, elle devinait sa belle-mère s'approchant de la commode. Elle l'entendit prendre la pochette, faire claquer l'élastique, et compter frénétiquement les pages. Un long silence s'installa. Pauline buvait son eau, à petites gorgées, en attendant la suite. Pauline, la voix de la belle-mère se fit soudain sirupeuse. Tu n'aurais pas fouillé dans mes papiers, par hasard ? Vos mots croisés ? À quoi pourrait-il bien me servir ? Un nouveau silence. Puis, les bruits de pas retournèrent dans la chambre. Visiblement, Francine y avait cru, ou du moins, elle faisait semblant d'y croire. Dès les premières heures de la matinée, Pauline s'éclipsa de l'appartement. Elle ne se rendit pas à son travail, mais alla directement à l'agence bancaire, celle-là même dont le nom figurait sur le faux contrat. Elle s'assit face à la conseillère, et posa sa carte d'identité sur le bureau. « Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît, s'il y a des demandes de crédit en cours à mon nom ?» La jeune femme pianota sur son clavier, et fronça les sourcils. En effet. Une demande préliminaire a été déposée il y a 2 jours. Mais elle n'est pas encore validée. Il manque votre signature, et une confirmation en personne. Ce n'est pas vous qui l'avez déposée ? Non, absolument pas. Dans ce cas, je vous recommande vivement de placer une interdiction stricte sur votre dossier. Aucun crédit ne pourra être validé sans votre présence physique à l'agence. Et nous allons immédiatement changer tous vos mots de passe sur l'application mobile. On s'en occupe tout de suite. Pauline ressortit de la banque 40 minutes plus tard, soulagée. L'interdiction était actée, les mots de passe étaient neufs, et elle tenait entre ses mains une impression prouvant le rejet officiel de la demande de prêt.
Dans son sac, son téléphone conservait précieusement les photos du contrat, la copie de la procuration, et l'enregistrement nocturne de sa belle-mère. Pour la première fois depuis 3 longues semaines, elle pouvait respirer normalement. Elle avait enfin de quoi se défendre. Son téléphone vibra brièvement. Un SMS de Michel, « Tu es où ? Maman s'inquiète. » Et une seconde plus tard, « Rentre vite, il faut qu'on parle, c'est urgent. » Pauline regarda l'écran avec un sourire amer. Il voulait parler ? Parfait. Elle aussi, elle avait beaucoup de choses à dire. À la maison, la mise en scène était parfaite. Sur la table de la cuisine, le contrat était bien étalé, avec un stylo soigneusement posé en travers de la page. Michel s'agitait, affichant une tendresse qui sonnait faux. « Pauline, te voilà enfin. Écoute, j'ai une excellente nouvelle. Maman a découvert un super programme d'aide. Les taux d'intérêt sont très bas. La banque nous prêtera l'argent. On va enfin pouvoir refaire la décoration de l'appartement, comme on l'a toujours voulu. Il te suffit juste de signer ici. » De quels travaux parles-tu, Michel ? Nous n'avons jamais parlé de refaire la décoration. Mais si, on en a parlé il y a longtemps. Et puis de toute façon, il poussa le stylo vers elle, signe, pourquoi attendre ? Francine se tenait près des fourneaux, les bras croisés, et la regardait avec une expression d'une douceur écœurante. Beaucoup trop écœurante. Signe, ma fille, je ne te donnerai jamais de mauvais conseils. Tout a été pensé dans les règles. Pauline prit le document, et fit mine de le découvrir pour la première fois. Mais pourquoi suis-je la seule emprunteuse ? Pourquoi pas vous, Francine ? Et pourquoi pas Michel ? C'est parce que tu as un salaire déclaré, répondit la belle-mère, avec une fausse candeur. Ils vont te l'accorder sans problème, alors qu'à nous, ils refuseraient. Ce n'est qu'une simple formalité. Ne te prends pas la tête. Une simple formalité. Pauline reposa doucement le document sur la table. Et mettre cet appartement au nom de Michel, c'est aussi une simple formalité ? Le silence tomba lourdement dans la cuisine. Seul le bourdonnement du réfrigérateur se faisait entendre. Francine plissa les yeux. De quel appartement parles-tu ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? De celui dont vous discutiez au téléphone, cette nuit. Nous allons mettre l'appartement à ton nom, et nous lui expliquerons que c'est mieux ainsi. Vous vous en souvenez ? Et cette phrase, au sujet de cette petite idiote qui ne comprendra rien. La belle-mère cligna des yeux, prise de panique, et lâcha sans réfléchir. Mais je ne parlais pas de toi, je parlais de la belle-fille de Lucie. De la belle-fille de Lucie, bien sûr, acquiesça Pauline. Et je suppose que la demande de crédit déposée à mon nom, il y a 2 jours, c'est aussi la belle-fille de Lucie qui l'a faite ? Le visage de Francine tressaillit pendant une fraction de seconde, mais Pauline l'avait parfaitement remarqué. « De quelle demande parles-tu » hurla la belle-mère, perdant d'un coup toute son hypocrite douceur. « Michel, tu entends ce que raconte ta femme ? Elle nous accuse de vol. Et sous notre propre toit. » « Ce n'est pas votre toit, » répondit froidement Pauline. « Cet appartement a été acheté avec mon argent, et celui de Michel. Ici, vous n'êtes qu'une invitée. » « Pauline, » explosa Michel. « Tu as complètement perdu la tête ? C'est ma mère. Et moi, je suis ta femme. Mais tu as visiblement oublié ce détail, quand tu lui as tendu ma carte bancaire par-dessus la table. » Pauline repoussa le contrat loin d'elle. « Je ne signerai rien du tout, n'essayez même pas de me convaincre. Je suis allée à la banque ce matin. » Francine se crispa. « Et pourquoi es-tu allée à la banque ? » J'ai fait opposition à toute démarche. Désormais, aucun crédit ne pourra être validé à mon nom sans ma présence physique. Alors ce petit bout de papier, Pauline tapota le contrat du bout de l'ongle, ce n'est plus qu'un simple bout de papier sans aucune valeur. La belle-mère devint livide. Sa louche heurta violemment la cuisinière. « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » Je me suis protégée. N'était-ce pas la chose à faire ?
Prise de panique, Francine se précipita dans le couloir vers la commode, attrapa la pochette, et se mit à fouiller frénétiquement dans les documents, recomptant les pages pour vérifier que tout y était. Pauline la regardait faire, d'un calme olympien. « Ne cherchez pas, je n'ai rien pris. J'ai simplement tout pris en photo. » Quoi? Chaque page. Le contrat, la procuration, tout est sauvegardé dans mon téléphone. Et j'ai même quelque chose de bien plus intéressant que de simples bouts de papier. Michel regardait alternativement sa mère, puis sa femme, complètement perdue. « Maman, de quelle procuration parle-t-elle? Tu m'avais dit que c'était juste un crédit pour des travaux de décoration. » Ne l'écoute pas, hurlait presque Francine. Elle invente tout ça pour nous monter l'un contre l'autre, cette vraie vipère. Alors, montrez-lui cette procuration, intervint Pauline. Celle qui vous aurait permis de vendre ou de céder mon appartement. Montrez-la lui. Francine, pourquoi la serrez-vous si fort contre votre poitrine? La belle-mère referma violemment la pochette. Ça ne te regarde pas. Au contraire, c'est mon nom qui figure sur chaque ligne. Michel se leva lentement de sa chaise. Maman, donne-moi cette pochette. Michel, mon chéri. Donne-la-moi tout de suite. Francine recula vers sa chambre, serrant le dossier cartonné contre elle comme un trésor. Vous êtes tous les deux contre moi. Je me sacrifie pour notre famille. Je passe des nuits blanches, et voilà comment vous me remerciez, bande d'ingrats. La porte claqua, et le verrou tourna de l'intérieur. Michel resta planté au milieu de la cuisine, le visage livide, abasourdi. Il regardait sa femme, comme s'il la découvrait pour la toute première fois. « Pauline, c'est vrai, cette histoire de procuration? Et pour l'appartement? Constate par toi-même. » Elle lui tendit son téléphone. « Regarde, l'emprunteur, c'est moi. La procuration, c'est à mon nom. Et maintenant, écoute ça. » Pauline lança l'enregistrement. La voix cruelle de sa belle-mère envahit la pièce, nette, accablante. Cette petite idiote silencieuse ne comprendra rien. Nous allons mettre l'appartement à ton nom, et nous lui expliquerons que c'est mieux ainsi. Si elle fait des histoires, on emballe ses affaires, et on la jette à la rue. Michel écoutait, le visage décomposé. Il devint rouge de honte, puis blême comme un linge. C'est maman qui a dit ça. Oui, c'est ta mère qui a prononcé ces mots. Sur mon dos. Sur le dos de ta propre femme. Il se laissa tomber sur un tabouret, comme si ses jambes refusaient de le porter. Je ne savais rien, Pauline. Je te le jure. Je croyais vraiment que c'était pour de la décoration. Tu lui as tendu ma carte bancaire. Tu as noté le montant de mon salaire dans ton téléphone. Aujourd'hui même, tu m'as supplié de te donner mes numéros de carte, pendant qu'elle se tenait derrière toi en chuchotant. Alors, elle l'a donné ou pas? Tu ignorais tout, vraiment. Michel enfouit sa tête dans ses mains. Mon Dieu, quel idiot je fais. Et le mug renversé sur ton étagère, ajouta implacablement Pauline. Tes papiers détrempés. Tu as immédiatement cru ta mère. Mais c'est elle qui a placé mon mug là-haut, juste pour créer une dispute, pour t'éloigner de moi, juste avant de te glisser ce fameux contrat sous le nez. Michel releva la tête, une lueur de compréhension tardive traversant son regard. Elle a volontairement renversé cette eau? Absolument. C'était la répétition générale de son grand spectacle. Je ne te contredis pas sur ce point, dit Pauline, d'un ton un peu plus doux. Tu es un idiot, certes, mais peut-être pas une cause perdue. De l'autre côté de la porte, un nouveau bruit se fit entendre. La belle-mère venait de changer de stratégie. La porte s'ouvrit, et Francine apparut, totalement transformée, voûtée, les lèvres tremblantes, les mains vides de toute pochette. « Michel, mon fils, tu ne vas pas la croire, n'est-ce pas? Je t'ai élevée toute seule, j'ai sacrifié mon sommeil et mes repas pour toi, et elle arrive la bouche en cœur, et elle veut jeter ta mère à la rue. » Maman, j'ai entendu l'enregistrement. Quel enregistrement?
C'est elle qui l'a fabriqué. De nos jours, on apprend à faire ça sur Internet en 5 minutes. Elle a découpé des mots, et elle a fait un montage. La belle-mère se tourna vers Pauline, les larmes séchant instantanément. Avoue que tu as tout manigancé, vipère. Tu veux séparer un fils de sa propre mère? Tout ce que je veux, c'est qu'on arrête de me voler, répondit froidement Pauline. Te voler? Mais j'ai été comme une mère pour toi. Une mère. Pauline eut un petit rire jaune. Une vraie mère ne souscrit pas de prêt en cachette sur le dos de sa fille. Et elle n'apprend pas à son fils à extorquer les codes bancaires de sa femme. Francine resta bouche bée. À cet instant précis, le téléphone de Pauline se mit à sonner. Un numéro inconnu. Elle décrocha volontairement, et mit le haut-parleur pour que toute la pièce puisse entendre. Allô? Oui, c'est bien moi. J'ai demandé l'interdiction ce matin, oui. Quelle tentative? Pauline écoutait, ses sourcils se levant de surprise. Vous voulez dire qu'il y a 1 heure, quelqu'un vous a appelé, en se faisant passer pour moi, pour tenter de lever cette interdiction? Une voix de femme? Elle se tourna lentement vers sa belle-mère. Le visage de Francine devint cramoisi. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Non, ce n'était pas moi, mais je pense savoir exactement de qui il s'agit. Bonne journée à vous. Pauline posa son téléphone sur la table. Francine, pendant que je rentrais à la maison, quelqu'un a appelé la banque en usurpant mon identité, pour tenter de lever mon opposition. Une voix de femme. À votre avis, à qui appartenait cette voix? Ce n'était pas moi, glapit la belle-mère. La banque enregistre toutes les conversations téléphoniques. Absolument toutes. L'identité de cette voix sera établie très rapidement. Un silence de mort tomba dans la pièce, si lourd qu'on pouvait entendre l'eau goutter du robinet. Michel fixa sa mère, et dans ses yeux, il n'y avait plus la moindre trace de cet aveuglement filial. Maman, c'est toi qui as appelé la banque, en te faisant passer pour ma femme? Francine ouvrit la bouche. La referma. Puis, soudain, elle se redressa de toute sa hauteur, réalisant qu'il ne servait plus à rien de jouer la comédie. Et alors? Je voulais simplement bien faire. On avait besoin de cette décoration, non? Oui, on en avait besoin. Et où pouvions-nous trouver l'argent? Chez elle. Elle gagne un salaire de directrice, et elle tremble sur chaque centime, elle économise, elle planque tout. Tu sais pourquoi elle économise? Pour pouvoir te quitter et demander le divorce, grand nigaud. J'économise pour un projet que Michel et moi avions imaginé, répondit calmement Pauline. Mais vous n'avez pas à le savoir. Cela ne vous regarde en rien. Tout me regarde. C'est mon fils. Et moi, je suis sa femme. La belle-mère fit un pas en avant, et perdit définitivement son sang-froid, crachant tout ce qu'elle gardait sur le cœur. Sa femme. Je t'ai acceptée chez moi par pure pitié, je te croyais discrète, facile à vivre. Je me disais qu'on pourrait te plumer, petit à petit. Mais tu t'es révélée bien plus féroce que prévu. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Le silence revint dans la cuisine. Michel se leva lentement. Te plumer, petit à petit, répéta Pauline à voix basse. Je vous remercie. Vous venez de l'avouer devant témoins. Devant votre propre fils. Maman, la voix de Michel tremblait, va dans ta chambre, s'il te plaît. J'ai besoin de réfléchir. Michel, mon chéri. Dans ta chambre. Maintenant. Francine voulut répliquer, mais l'expression dure sur le visage de son fils la figea. Elle pinça les lèvres, tourna les talons, et quitta la pièce en claquant la porte, si fort que la porcelaine trembla dans le buffet. Michel se rassit face à sa femme, et fixa la table pendant un long moment. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, Pauline? Choisir définitivement ton camp. Et plus seulement avec des paroles. Je suis de ton côté. J'ai été aveugle. Un idiot parfait. C'est vrai, admit-elle doucement. Mais contrairement à ce contrat de crédit, c'est encore réparable.
Vers le soir, Francine avait élaboré une nouvelle stratégie. Elle sortit de sa chambre, les larmes séchées, l'air résolu et martial. « Écoutez-moi bien », déclara-t-elle depuis l'encadrement de la porte. « Demain, je convie toute la famille. Que les gens jugent par eux-mêmes de qui a raison dans cette histoire. Je raconterai devant tout le monde comment ta femme m'a traité de voleuse, et comment elle a dressé un fils contre sa mère. Nous verrons bien qui la famille soutiendra. » Pauline releva la tête de son téléphone. « Invitez-les. Je suis tout à fait d'accord. » La belle-mère resta interdite. Ce n'était pas la réaction qu'elle escomptait. Elle s'attendait à ce que sa belle-fille prenne peur face au regard des autres, qu'elle cherche des excuses, mais Pauline venait d'accepter le défi la première. « Et invitez aussi Lucie, » ajouta Pauline. « Surtout, ne l'oubliez pas. Elle est bien au courant de toute cette belle affaire. » Francine plissa les paupières, mais il était trop tard pour reculer, c'était son idée après tout. Dès le lendemain matin, elle s'affaira en cuisine. Elle prépara des quiches et des tartes, donna des ordres, installa les assiettes sur la grande table du salon. Elle enfila son plus beau vêtement, mit du fard à joues devant le miroir, rayonnante. Elle était persuadée qu'elle infligerait une humiliation publique à sa belle-fille, et qu'elle sortirait de cette histoire avec l'auréole d'une martyre. Pauline, de son côté, prétendit partir pour des courses. Mais en réalité, elle se rendit dans une imprimerie, pour tirer sur papier les photos du contrat, la copie de la procuration, ainsi que la capture d'écran de la demande rejetée par la banque. Elle rangea ensuite le tout, soigneusement, dans une pochette transparente. Elle vérifia également, par 3 fois, l'enregistrement vocal sur son téléphone. Les invités arrivèrent au nombre de 3, la sœur de la belle-mère, tante Valérie, une femme imposante, bruyante, aux lèvres souvent pincées, le cousin de Michel. Corentin, un homme d'une 40aine d'années, calme et peu bavard, et enfin Lucie, la fameuse amie aux robes colorées, qui fuyait déjà le regard de tout le monde. Ils s'installèrent autour de la table. Les tartes fumaient, et une agréable odeur de pâte feuilletée et de beurre flottait dans la pièce. Francine servit le thé, et prit la parole la première, comme elle l'avait planifié. « Mes chers proches, je tenais à ce que tout soit dit au grand jour, » commença-t-elle, en tamponnant ses yeux désespérément secs avec un mouchoir. « Je l'ai accueillie à bras ouverts, je m'occupe de toute la maison, et elle me traîne dans la boue en me traitant de voleuse. Elle a inventé une histoire de crédit imaginaire, elle fabrique de faux enregistrements, tout cela pour monter mon propre fils contre moi. Elle n'a vraiment plus aucune morale. » Tante Valérie hocha la tête, pinça les lèvres, et lança un regard noir à Pauline. « Ce n'est pas bien, ma petite. Il faut respecter sa belle-mère. Tenir tête à ses aînés, c'est la pire des choses. Francine m'a appelé la semaine dernière, en larmes, pour me raconter comment tu la maltraitais. » Elle a appelé en larmes, je m'en doute bien, répondit calmement Pauline. Mais pour ce qui est du respect, tante Valérie, je l'ai respectée. Je l'ai respectée pendant 3 ans, en gardant le silence. Mais maintenant, écoutez bien ce que j'ai découvert. Elle sortit sa pochette transparente, et posa la première page sur la table. Voici un contrat de crédit. L'emprunteur, c'est moi. Mais il n'y a pas ma signature, ils n'ont pas eu le temps de terminer. Je n'ai jamais demandé ce prêt, je n'en savais absolument rien. Je l'ai découvert par hasard, il y a 2 nuits. Corentin se pencha en avant, plissant les yeux, et lut le nom à voix haute. « C'est bien ton nom, Pauline ? » ?»« C'est le mien. »« Et regardez ça, » dit-elle en sortant le 2e document. « Une procuration, rédigée à mon nom. Avec ce papier, une autre personne aurait eu le droit de disposer de mes biens, sans même m'en informer. » Tante Valérie cessa de hocher la tête, et approcha le document de ses yeux. « Francine, tu m'avais affirmé qu'elle avait pris plein de crédits toute seule, qu'elle était dépensière. Mais ici, la demande est à son nom, sans que ce soit elle qui l'ait remplie. »« Elle ment, » hurla Francine en se levant brusquement. « Ce sont de fausses images fabriquées sur un ordinateur, c'est truqué. »« Dans ce cas, écoutez bien ceci, » dit Pauline, en posant son téléphone au centre de la table.
Elle lança l'enregistrement audio. La voix de la belle-mère résonna dans le salon, claire, reconnaissable entre mille, sans aucune coupure. On va mettre le crédit à son nom. Son salaire est régulier. Et Michel signera, il n'aura pas le choix. Cette petite idiote silencieuse ne comprendra rien. Nous allons mettre l'appartement à ton nom, et nous lui expliquerons que c'est mieux ainsi. Si elle fait des histoires, on emballe ses affaires, et on la jette à la rue. Tante Valérie poussa un cri étouffé, et plaqua ses mains sur sa bouche. Lucie se recroquevilla sur sa chaise, fixant intensément le fond de son assiette. Francine, souffla tante Valérie, horrifiée. Ce n'est pas moi. Francine secoua la tête, paniquée. Elle a trouvé quelqu'un qui a la même voix que moi, c'est une imitation. C'est bien ta voix, Francine, dit tristement tante Valérie. Je te connais depuis qu'on est en couche. Ça fait 60 ans. C'est bien toi. Pauline lança le second fichier, celui enregistré la veille dans la cuisine. La voix de la belle-mère retentit de nouveau. Je te croyais discrète, facile à vivre. Je me disais qu'on pourrait te plumer, petit à petit. Corentin repoussa son assiette. La plumer. Tante Francine, vous parliez vraiment d'un être humain? De la femme de mon cousin? Francine restait figée, ouvrant et fermant la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Son visage se couvrit de plaques rouges. Vous êtes tous contre moi? Je faisais ça pour la famille. De quelle famille parles-tu? La voix de tante Valérie tremblait de honte. Tu voulais dépouiller ta propre belle-fille, pour ensuite la jeter à la rue. Et moi, vieille sotte que je suis, je croyais que c'était elle la méchante. C'est toi, Francine. C'est toi le problème. Pauline tourna alors son regard vers Lucie. Et vous, Lucie? Vous vantiez tant cette affaire sûre. Vous disiez que ça s'était passé de la même manière pour votre gendre. Voudriez-vous expliquer à la famille de qui venait cette idée brillante? Lucie devint pivoine, et s'empara violemment de son sac. Je n'ai rien fait du tout, j'ai juste donné un conseil en l'air. Je m'en vais, je suis en retard. Laissant sa tasse de thé pleine, elle fila vers l'entrée, et laissa la porte claquer derrière elle. La conseillère a pris la fuite, fit remarquer Corentin avec sarcasme. C'est alors que Michel prit la parole. Il se leva, dominant sa mère de toute sa hauteur. Maman, il y a aussi eu un appel à la banque, hier. Quelqu'un a donné le nom de Pauline pour annuler l'opposition. La banque enregistre toutes les communications. Ce ne sont plus seulement des paroles en l'air, c'est un acte criminel. Le regard de Francine passa d'un visage à l'autre. Partout, elle ne lisait que la même chose. Aucune pitié. Seulement de la honte. Une honte profonde pour ce qu'elle était devenue. Je voulais juste bien faire, pour vous. Tu convoitais ce qui ne t'appartenait pas, trancha sèchement tante Valérie. Assieds-toi et tais-toi. Quelle honte, à ton âge, de te comporter ainsi. La belle-mère se laissa retomber sur sa chaise, comme un ballon qui se dégonfle. Elle semblait soudain toute petite, ratatinée. Les tartes refroidissaient sur la nappe, et leur douce odeur beurrée flottait dans le salon, terriblement absurde, totalement inappropriée à la situation. Pauline se leva. Elle balaya l'assistance du regard, tante Valérie, Corentin, sa belle-mère effondrée, et enfin son mari. Je n'irai pas porter plainte à la police. Je n'en ressens pas le besoin. Tout ce que je veux, elle plongea son regard dans celui de Michel, c'est que cette personne n'approche plus jamais mon argent, mes documents, ou ma vie. Plus jamais. Jamais plus, elle n'y touchera, assura fermement Michel, avant de se tourner vers sa mère. Maman, tu rentres chez toi dès demain matin. Mon petit garçon, tu oses chasser ta propre mère? Je ne te chasse pas. Je te renvoie simplement dans un endroit où tu ne pourras plus nous faire de mal. C'est très différent. Francine éclata en sanglots bruyants, un dernier spectacle pour la galerie, étalant ses larmes de crocodile. Mais personne ne fit un seul geste pour la consoler.
Tante Valérie regardait par la fenêtre. Corentin, les bras croisés, fixait le parquet. Et pour la première fois en 3 semaines, Pauline sentit la pression écrasante qui pesait sur ses épaules s'évanouir, comme si quelqu'un avait enfin ouvert une grande fenêtre dans une pièce étouffante. Francine repartit en province le soir même. Les invités prirent congé, et Corentin proposa de la déposer en voiture. Elle accepta en silence. Sur le pas de la porte, elle se retourna, prête à lancer une dernière remarque venimeuse, mais le regard glacial de son fils la fit taire, et elle ravala ses mots. Devant Pauline, Michel prit la pochette cartonnée et la déchira. Le contrat, la procuration, tout finit en minuscules confettis, directement au fond de la poubelle. « Je te demande pardon, dit-il, la voix brisée. Pour la carte, pour les informations bancaires. Et pour avoir gardé le silence, quand j'aurais dû la confronter. Je vais maintenir l'interdiction à la banque, répondit calmement Pauline, en se préparant une tasse de thé. Et je ne te donnerai plus mes mots de passe. À personne, d'ailleurs. Juste pour que tout le monde dorme sur ses 2 oreilles. Michel eut un sourire contrit et penaud. C'est mérité. Pauline but une gorgée dans sa tasse. La cuisine ne sentait plus la potée aux choux étrangères. Le bourdonnement autoritaire d'une autre femme avait enfin disparu. L'air sentait bon son thé au thym. C'était calme, et profondément apaisant. La carte bancaire, quant à elle, reposait de nouveau à sa place, bien en sécurité dans son sac à main, et plus jamais, elle ne disparut de cet endroit.